Alors, partie 2, BTS 2021, Madame Picard. Alors là, les parties sont complètement indépendantes en 2021. Donc, vous pourriez très bien commencer par la partie 2, partie 3 ou partie 4 et revenir sur la partie 1 après. En fait, l'idée, c'est que souvent, dans les sujets d'analyse de la vision, on a une suite logique des différentes parties. Là, ici, en 2021, il n'y a pas forcément de suite logique. Toutes les parties, c'est des nouveaux problèmes, donc avec une nouvelle histoire de cas et compagnie. Donc, Madame Picard est une cliente fidèle. Elle revient donc vous voir quelques années plus tard. Ah, c'est la même? C'est la même qu'au début? Ah ouais, c'est la même. Bon, elle revient plus tard, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Un Picard, Véronique, 35 ans. Ah, elle est venue combien de temps après alors finalement? Ah, 10 ans après, et ouais, c'est bien. Elle est toujours enseignante, hein, visiblement. Elle n'a pas changé de métier. Changé de métier? Non, elle est toujours enseignante. Elle souhaite que vous réalisiez un contrôle de sa vision. Elle ressent des maux de tête frontaux après un travail prolongé en vision de près depuis 6 mois environ. Elle retire alors parfois ses lunettes, mais cela n'entraîne pas vraiment d'amélioration. Ah, ok, c'est bizarre. Parce que normalement, si tu es myope, tu étais myope, il me semble, il y a 10 ans. Hein, dans le problème 1, elle était myope, on avait dit de moins 4,25, moins 4,50. Enfin, moins 4,50 en lunettes et moins 4. En lentilles, moins 4,25, moins 3,75. Et donc, du coup, on se dit que si tu retires tes lunettes, normalement, c'est mieux. C'est quand même bizarre. Ça devrait te compenser la presbytie. Bon, bref, on va voir. Cela n'entraîne pas vraiment d'amélioration. Pour y remédier, elle est donc obligée de suspendre ses activités en vision de près. Elle ne supporte plus de lentilles de contact depuis 1 an, suite à l'installation d'une climatisation dans son lycée, qui assèche les yeux, clairement. Ça nuit à la mouillabilité. Golf 4 heures par mois. Elle ne réalise plus de broderie par manque de temps et du fait de son inconfort en vision de près. Tu m'étonnes, si elle est obligée de retirer ses lunettes, et même avec ça, ça va pas être confortable. Ordinateur 3 heures par jour à une distance de 60 cm, téléphone portable 1 heure par jour à une distance de 30 cm, conduite automobile 1h30 par jour. C'est vrai que pour la première fois en analyse de la vision, en 2021, on s'aperçoit que c'est les différentes durées qui font que vous choisissez le revenu. C'est ce qui s'est passé notamment dans la partie 4. Le dernier rendez-vous chez l'ophtalmologiste date de 2018. Il y avait eu un changement de correction correspondant aux lunettes actuelles. 2011, moins 4,50, moins 4. 2015, moins 4,50, moins 4. 2018, moins 4,25, moins 3,75. Bon état de santé générale. Elle prend parfois du paracétamol quand elle ressent des maux de tête, mais sans réelle efficacité. Ça, c'est embêtant, ça. Père, frère, sœur myope toujours, c'est ce qu'on nous avait dit dans le problème 1. Et le père a un début de DMLA, d'avoir un certain âge. Et le père est aussi diabétique. Question 2.1. Citer 2 causes possibles pouvant être à l'origine des maux de tête. Mettez question 2.1. Les maux de tête peuvent être d'origine premier petit tiré, un trouble de la vision binoculaire, ça peut être ça. Normalement, si tu es myope, de moins 4,50, moins 4,25, moins 3,75 en 2018, tu vas te voir plus tard en 2021, mais en gros c'était les mêmes corrections, visiblement ça a bougé, c'est pas beaucoup. Normalement tu dois mieux y voir. C'est bizarre que tu n'y vois pas mieux. Vous comprenez? Peut-être qu'elle est exophore, de beaucoup. On l'apprendra après finalement qu'elle est exo. Mais si tu es myope, tu es exo, si tu retires tes lunettes, t'accommodes encore moins. Tu mets encore moins en place de convergence accumulative et donc du coup tu diverges encore plus. Donc si tu es exo, tu vas devenir encore plus exophore. C'est pour ça qu'elle est exodisparité de fixation. Okay. Et ensuite, deuxième petit tiré. Alors, il y en a qui parlent d'un problème accommodatif dû à la presbytie. Non, 35 ans, les gars, c'est pas la presbytie. Si elle avait 40 ans, 40-45, presbytie, c'est 45 ans. Si à 40 ans, vous sautez sur la presbytie, vous allez tout le temps avoir des problèmes. En fait. Parce qu'à chaque fois, on flirte avec cette histoire. Je crois qu'en 2019, on ne vous dit pas qu'elle a 40 ans, la personne, on vous dit qu'elle a une quarantaine d'années. Pour justement éviter ce genre de problème. À 35 ans, vous ne parlez pas de presbytie. Okay. Par contre, on peut peut-être parler, un problème de correction concave en VL qui l'a fait accommoder. Mais pas de presbytie. Correction concave en VL qui la ferait accommoder. Elle est trop concave. Ce serait une hypothèse. Mais pourquoi avant elle n'était pas trop concave? Parce qu'avant elle compensait bien son accommodation et que maintenant elle commence à diminuer en accommodation, c'est pas la presbytie. Commence à diminuer, du coup elle ressent les gènes. Et tu le vois entre 2015 et 2018, elle a pris convexe de 0,25. Bon, c'est pas forcément ça qui fait que. Ouais.
On aurait pu dire que son pouvoir accommodatif il commence à diminuer Ah oui, pourquoi pas. au lieu de parler de président. Ah oui, ouais, parler de presse ici, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Question 2.2. Par rapport au fait que son père soit diabétique, citez 2 conséquences possibles de cette pathologie sur la vision. Les gars, diabète, il faut poser tout le temps. Enfin, normalement, je devrais l'avoir sur toutes les copies. Était question 2.2. Incidence du diabète sur la vision. 2 points. Premier petit tiret. Fait les gars, le diabète. Hein. Rétinopathie diabétique. Enfin, je veux dire, ça doit être la première chose qui doit vous sauter aux yeux. Le mec qui a du diabète se fait suivre pour la rétinopathie diabétique. Et ensuite, alors il y en a qui ont dit fluctuation de l'acuité. Non, pas forcément. C'est fluctuation de l'amétropie. Ok, donc mettez deuxième petit tiret. Fluctuation de l'amétropie. Fluctuation de l'amétropie. Fluctuation de l'amétropie. On va mettre 2 points. Diabète contrôlé, prise d'hypermétropie. Diabète contrôlé, prise d'hypermétropie. Tu deviens un peu plus hypermétrope. Tu relâches de l'accommodation. Prise d'hypermétropie. Et diabète non contrôlé, prise de myopie, tu deviens myope. Et diabète non contrôlé, prise de myopie, tu deviens myope. Question suivante, à la page 6 sur 16. On vous dit test préliminaire avec les lunettes. Œil droit moins 4,25, œil gauche moins 3,75. Acuité à 5 mètres, il a 14, 16 et en bino 16. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a un trouble de la vision binoculaire en vision de loin? Si on est en pratique, non, parce qu'on se dira quand même 16 dixièmes, c'est des bonnes acuités. Si on est en théorie, et là on analyse des zones en théorie, on voit que l'acuité maximale mesurable, c'était 20 dixièmes. Donc bon, on ne va pas garder dans la tête qu'il y a un trouble de la vision binoculaire, mais si on vient nous titiller, pourquoi pas. Acuité à 40 cm, mesurable max 14, et là on a 14, 14, 14, donc on plafonne aux limites du test. Okay, test à 5 mètres. Plus 0,50 acuité 14 dixièmes avec plus 1 5 dixièmes. Donc d'après Swain, surcompensation de 0,50, hypermétrope résiduelle de 0,50. Et sur les gauches, exactement la même chose, plus 1 5 dixièmes. Au CCR, donc la vision plus contrastée quand le cylindre négatif du CCR est à 90 degrés. Donc quand vos points rouges, là, l'axe du cylindre négatif du CCR est à 90, ça veut dire cylindre négatif à 90 degrés. 14 dixièmes, c'est 0,50 de cylindre résiduel. Donc plan moins 0,50 à 90, ce serait l'astigmatisme résiduel sur l'œil droit. Et pas de différence de netteté suivant les positions 0,90, 45, 135, donc pas ou peu d'astigmatisme résiduel sur l'œil gauche. Question 2.3, d'après les tests préliminaires à mentionner ci-dessus, en justifiant votre réponse, conclure pour chaque œil sur question A, l'amétropie sphérique résiduelle. Donc mettez question 2.3 petit a, en application de la règle de Swain. En application de la règle de Swain. Et d'après les résultats à la sphère convexe, amétropie résiduelle égale plus 0,50. Amétropie résiduelle égale plus 0,50. Amétropie résiduelle égale plus 0,50. On vous demande amétropie sphérique résiduelle, donc que la sphère, que le résultat de la sphère convexe. Question B, astigmatisme résiduel, valeur et axe. Aucun schéma justificatif n'est attendu pour conclure à l'axe d'astigmatisme. Donc aucun schéma, notamment de CCR en vue de face ou de 40 par an, je ne sais qui aurait pu faire quoi. Donc question 2.3 petit b, œil droit, plan, moins 0,50 à 90. Parce que vous avez plus contrasté quand le signe négatif CCR est à 90. Et vous avez une acuité de 14 dixièmes. 0,50 de cylindre. Donc plan moins 0,50 à 90 œil droit et œil gauche, pas ou peu d'astigmatisme résiduel. Pas ou peu d'astigmatisme résiduel. Je reviens dans la question sur l'histoire des mots de tête. Si on se contente de dire hypothèse, problème de vision binoculaire ou problème accommodatif, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on estime qu'on n'est pas allé assez dans le détail? Le problème accommodatif, ça peut être un excès. Ouais, donc il faut vraiment que je... Ou une fatigue, donc ça peut être tout et son contraire en fait. D'accord. Ouais.
Alors, bon, problème de vision binoculaire ici de type exo. Alors, la majorité des candidats n'ont pas pensé. La majorité des candidats ont dit problème de vision binoculaire. Donc, question 2.4, en vous basant sur vos réponses précédentes, proposez une formule sphéro-cylindrique de la compensation théorique pour chaque œil. Là, je pense qu'on n'est pas forcément bon. Je pense qu'il vaut mieux poser quelque chose. Sur l'œil droit, regardez, sur l'œil droit, finalement, à la sphère convexe sur l'œil droit, on a dit que son CMD il était un résiduel, à plus 0,50. Un stigmate de 0,50, donc il y a un foyer ici à 0,75. Donc le résiduel c'est plus 0,75, moins 0,50 à l'axe 90. Et sur l'œil gauche, on a dit qu'il n'y a pas ou peu d'astigmatisme. Autrement dit, on a dit résiduel f' à plus 0,50. Donc je pense que pour vous faciliter la tâche, il faut réécrire compensation, question 2.4. Compensation parfaite, c'est ce qu'on vous demande. Égale compensation portée, certains ont essayé de faire un truc dans le genre, plus compensation additionnelle. Même si vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, hein, si vous arrivez à le faire de tête. Donc pour l'œil droit, ce qu'on vous demande c'est la compensation théorique, donc c'est la compensation parfaite. Et donc égale la compensation portée, elle porte moins 4,25, plus 0,75, moins 0,50 à l'axe 90. D'où compensation parfaite égale moins 3,50, moins 0,50 à 90. Pour l'œil droit, pour l'œil gauche, compensation parfaite, elle porte moins 3,75, compensation additionnelle, plus 0,50. Autrement dit, compensation parfaite égale moins 3,25. Je pense que ça permet au moins de bloquer la chose et d'objectiver, parce que sinon ça part trop en cacahuète. Bon. Ouais. Question suivante, page 7 sur 16. On vous donne un autokératorefractomètre, un ticket d'autoref, avec moins 4,25, moins 0,25 à 110, équivalent sphérique moins 4,50. On sait que le ticket d'autoref est légèrement trop concave à cause de l'accommodation instrumentale. Et sur l'œil gauche, moins 4 au lieu de moins 3,75, moins 3,25. Et à droite, moins 4,25, moins 0,25 à 110, plutôt que moins 3,50, moins 0,50 à 90. On remarque quoi finalement? Qu'on a bien un astigmatisme inverse qui ressort au ticket, moins 0,25 à 105. On remarque que la métropie sphérique, c'est-à-dire que le CCR, égalité de perception dans tous les axes, ben ça colle parce qu'il n'y a pas ou peu d'astigmatisme résiduel, en tout cas le ticket ne ressort pas. PD 65, on n'a pas d'écart de montage, on n'a rien donc on ne peut pas comparer. On observe la kératométrie, moins 0,75 à 170, pour un astigmatisme finalement total de moins 0,25 inverse. Ça voudrait dire un astigmatisme interne de moins 1 inverse. Donc un astigmatisme total essentiellement dû à l'interne. Et sur l'œil gauche, un astigmatisme cornéen de moins 0,59 à 175 pour un total nul, donc de moins 0,59 à 85. Inverse et physiologique. On ne vous demande pas de déterminer l'astigmatisme cornéen et interne, puisque en 2021 vous l'avez fait au problème 1. Question 2.5 pour chaque œil. Confrontez la formule trouvée précédemment, celle-ci, avec les valeurs données à l'autorefractomètre. Proposez une explication de la différence de sphère retrouvée, ne pas tenir compte à ce stade des données kératométriques. Donc mettez question 2.5. On observe des résultats plus concaves. On observe des résultats plus concaves de 0,75 dioptries sur chaque œil. De 0,75 dioptries sur chaque œil. Au niveau de la sphère, vous avez moins 4,25 alors que vous avez calculé moins 3,50 et vous avez moins 4 alors que vous avez calculé moins 3,25. Donc de 0,75 sur chaque œil à cause de l'accommodation instrumentale, proximale, oui, mais c'est l'instrument, l'accommodation instrumentale. On peut dire l'accommodation proximale aussi. À cause de l'accommodation instrumentale, hein, parce qu'on est l'œil là en autoref, donc forcément il accommode un petit peu. Et ensuite, deuxième petit tiré, parce qu'il y a deux choses
à évaluer. Mettez, on observe également un astigmatisme résiduel. On observe également un astigmatisme résiduel inverse sur les droits. Et nul sur l'œil gauche, ce qui est en correspondance avec les résultats du CCA. Inverse sur l'œil droit et nul sur l'œil gauche, ce qui est en correspondance avec les résultats du CCA. C'est bon? C'est bon? Ouais. Question suivante. Page 8 sur 16. Test préliminaire avec les lunettes. Donc on rappelle, mon 425, mon 375. Au test du masquage, donc pas de mouvement de l'œil au masquage de l'œil droit, puis de l'œil gauche. Donc pas de tropie. Léger mouvement temporonasal au démasquage. Bien sûr de l'œil droit, léger mouvement temporonasal de l'œil gauche au démasquage. Donc c'est une exophorie strictement supérieure à 3. Léger mouvement, donc on est proche de 3, mais nous c'est strictement supérieur à 3. En vision de près, pareil, il n'y a pas de tropie, parce qu'il n'y a pas de mouvement de l'œil au masquage de l'œil droit puis sur l'œil gauche. Mouvement temporonasal de l'œil droit au démasquage, temporonasal de l'œil gauche au démasquage, donc on a une exophorie strictement supérieure à 3. On vous remarque que les mouvements au démasquage sont plus importants que ceux observés en vision de loin, donc il y a une euphorie qu'en prise d'exo, parce que le mec est beaucoup plus, la personne est beaucoup plus exophore en vision de près que ce qu'elle ne l'est en vision de loin. Quand le filtre rouge est placé devant l'œil droit, le client voit un point blanc, donc perception de l'œil gauche. Ce point est alors plus blanc quand je cache l'œil droit, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de suppression, il y a peut-être une dominance de son œil gauche, peut-être. Quand le filtre rouge est placé sur l'œil gauche, le client voit un point blanc, donc l'œil droit, et il est plus blanc quand je cache l'œil gauche. Autrement dit, fusion motrice, parce qu'il y a comme point, mais il n'y a pas de dominance. C'est bon? En vision de près, quand le filtre rouge est placé devant l'œil droit, la cliente voit un point rouge, perception de son œil droit. Le point est alors plus rouge quand je force l'occlusion de l'œil gauche, autrement dit, quand je cache l'œil gauche, ça veut dire dominance de l'œil droit. Quand le filtre rouge est placé devant l'œil gauche, le client voit un point blanc, perception toujours de l'œil droit, et il est plus blanc quand vous cachez l'œil gauche, autrement dit, fusion motrice et sensorielle, parce qu'il y a comme point, et dominance de son œil droit. Bris 17 cm, quand vous rapprochez, la norme c'est inférieur ou égal à 8 cm, donc mauvaise réserve finale positive. Et recouvrement, la norme c'est inférieur strictement au double du bris, donc il est censé retrouver la fusion avant 34. Et retrouver la fusion à 20, ce qui est d'excellente réserve fusionnelle négative. On pense que Percival ici ne serait pas du tout respecté, parce qu'il a de très mauvaises réserves fusionnelles positives et d'excellentes réserves fusionnelles négatives, au passage, même si on ne vous le demande pas. Question 2.6, ça c'est bon pour tout le monde, hein? Question 2.6. Concernant la vision binoculaire de votre cliente, de loin et ou de près. Question A. Interprétez les réponses au test du masquage aussi bien lors du masquage qu'au test du démasquage. Parfait. Donc mettez question 2.6 petit a. Au masquage, 2 points. Horizontal et vertical, 2 points. VL et VP, 2 points. Premier petit tiré, aucun mouvement au masquage. Aucun mouvement au masquage. Deuxième petit tiré. Orthotropie ou pas de tropie. Orthotropie ou pas de tropie. Donc là, on a fait le masquage. C'est bon? C'est question... toujours dans la même question, en dessous, on va mettre au démasquage. Au démasquage. 2 points. VLVP, 2 points. Vertical, 2 points. Aucun mouvement. Hein, on parle du plan vertical, aucun mouvement, on n'a pas de mouvement vertical, ni de diagonale, donc aucun mouvement. Deuxième petit tiré, orthophorie ou inférieur ou égal à 3. Orthophorie verticale ou inférieur ou égal à 3. Orthophorie verticale ou inférieur ou égal à 3. Ensuite, on a parlé du démasquage dans le plan, en VL et en VP dans le plan vertical, on va mettre la même chose en dessous, au démasquage.
2 points. Donc on continue là, on met au démasquage, 2 points. En VL et en VP, 2 points. Plan horizontal, 2 points. Mouvement temporonasal. Mouvement temporonasal. Deuxième petit tiré. Exophorie strictement supérieure à 3. Exophorie strictement supérieure à 3. Et en dessous, en sautant une ligne, je pense, on va mettre le mouvement étant plus important en VP qu'en VL. Le mouvement étant plus important en VP qu'en VL. 2 points. Géophorique en prise d'exo. Géophorique en prise d'exo. Et entre parenthèses, direct. Parce que direct, c'est quand vous avez une prise d'exo. Inverse, c'est quand vous avez une prise d'exo. Question B. Interprétez les réponses au test du filtre rouge. Donc en avant. Question 2, 6B. Question 2, 6B. Mettez en VL. 2 points. Fusion motrice. Fusion motrice. Et absence de DDF. Car la cliente ne voit qu'un point. Car la cliente ne voit qu'un point. On est toujours en VL. On va mettre en dessous. Fusion sensorielle sans œil dominant. Toujours en VL. Hein? Fusion sensorielle sans œil dominant. En vision de près, on va être un peu plus synthétique. Mettez en vision de près en VP. 2 points. Fusion motrice et sensorielle avec œil droit dominant. Fusion motrice et sensorielle avec œil droit dominant. Fusion motrice et sensorielle avec œil droit dominant. Question C. Analysez les résultats obtenus au test du PPC. Rappelez les valeurs moyennes. Carrément, question 2.6, petit c. Valeur statistique, 2 points. Valeur statistique, 2 points. Bris. Le fait de voir double. Bris inférieur ou égal à 8 cm. Bris inférieur ou égal à 8 cm. Bris inférieur ou égal à 8 cm. Ensuite, en dessous, recouvrement. Je vous conseille de l'écrire en toutes lettres, hein, parce que quand vous essayez de faire des abréviations, ça prend un cacahuète. Donc, recouvrement strictement inférieur au double du bris. Strictement inférieur au double du bris. En dessous, on vous dit analyser les réponses obtenues au test du PPC. En dessous, mettez réponses obtenues, 2 points. Que ce soit facile à corriger, s'il vous plaît. Que ce soit facile à corriger. Plus vous faciliterez la correction, plus vous allez gratter. Donc, résultat obtenu, 2 points. Bris 17 cm, 2 points. Mauvaise réserve fusionnelle positive. Mauvaise réserve fusionnelle positive. Mauvaise réserve fusionnelle positive. Et en dessous, recouvrement à 20 cm, 2 points. Bonne réserve fusionnelle négative. Bonne réserve fusionnelle négative. Entre parenthèses, entre nous, on va mettre que la très forte différence entre le point de bris et le point de recouvrement nous fait penser que le critère de Percival ne sera pas respecté. Parce que vous avez vraiment d'immondes réserves fusionnelles positives et de très très bonnes quand même réserves fusionnelles négatives. Nous fait penser que le critère de Percival ne sera pas respecté. Le critère de Percival qui n'est jamais tombé en analyse de la vision depuis 2021.
Enfin, depuis 2000 en fait, jusqu'à la date de 2021. C'est bon? Ouais. Dans le schéma là justement de Percival. Le schéma de Percival, vous l'avez pas là. Il n'y a pas de schéma. Justement, Là. parce que là en fait vous comprenez un truc, moi dans ma tête je distingue bien. Percival, c'est quand vous avez le tiers-milieu dans la zone de vous en mettez 5. Autrement dit, si vous avez d'excellentes réserves fusionnelles positives, mais de très mauvaises réserves fusionnelles négatives, il va y avoir un écart monstrueux, forcément. Percival, c'est l'équilibre entre la convergence et la divergence. Donc si vous avez exactement la même convergence, exactement la même divergence, c'est respecté. Si vous avez un déséquilibre monstrueux entre les deux, forcément, ce ne sera pas respecté. Parce que vous aurez forcément, là, tu vois bien que tu as des réserves fusionnelles positives qui sont horribles et des négatives qui sont, bon, visiblement, relativement bonnes quand même. 3 cm après le point de vue, le mec il refusionne. Du coup, là, si on ne sait pas encore si l'exo, imaginons on n'a pas fait le masquage des masquages. Si on ne sait pas encore, là on sait en plus, on a fait le masquage, donc on sait qu'il est exo. Imaginons qu'on ne le sait pas. Là, si on n'avait que les réserves. On espère pour lui qu'il ne soit pas exo. Voilà. On espère pour lui qu'il ne soit pas exo. Qu'il ne soit pas exo. Écoute. Soit le contraire. Attendez. L'exo, il serait sur la partie de gauche. Non, mais réfléchis, plus synthétique. Le mec, il a des mauvaises réserves fusionnelles positives. Là, on sait qu'il est exo parce que ça fait un masquage. D'accord? Mais imaginons qu'on n'ait pas fait le masquage. Un mec a des mauvaises réserves fusionnelles positives. T'espères pour lui qu'il n'en ait pas besoin. Donc t'espères pour lui qu'il n'est pas exo. T'espères pour lui qu'il est exo. Vous comprenez? Moi, j'ai d'excellentes réserves fusionnelles positives, très mauvaises réserves fusionnelles négatives. T'espères pour moi que je ne suis pas exo. T'espères pour moi que j'en ai pas besoin. Question suivante. On dit hémétropisation monoculaire. Hémétropisation monoculaire, donc suite à la méthode du brouillard sur l'œil droit, on a moins 4, acuité 14 dixième, et à la fin nécessaire, on a ce fameux moins 0,25 à 100 qui ressort vertical. Et sur l'œil gauche, moins 3,25, moins 3,25. Vous faites le choix de ne pas conserver le cylindre sur l'œil droit en tenant compte de l'ensemble des informations à votre disposition. Donnez 2 arguments permettant d'expliquer ce choix. Alors vous en avez cité souvent 3. Il était question 2.7. On a réalisé un équivalent sphérique. On a réalisé un équivalent sphérique. 2 points, premier petit tiré. Car l'astigmatisme total est d'origine interne. Car l'astigmatisme total est d'origine interne et il risque de ne pas être stable dans le temps. L'astigmatisme interne bouge en permanence, microfluctue. Dans 1 heure c'est pas le même, dans 2 heures c'est pas le même, dans 3 heures c'est pas le même, et donc forcément ça risque de bouger. Donc ça c'est le premier argument. Et vous avez donné un deuxième argument qui est très... moi j'avais dit parce qu'au risque de pas faire de créer de la déclinaison, alors forcément il n'y en a pas besoin, et surtout que vous l'avez bien dit, les acuités sont identiques, mettez le deuxième petit tiret, car les acuités visuelles sont identiques. Car les acuités visuelles sont identiques avec ou sans cylindre. Avec ou sans cylindre. Virgule. Cela permet d'éviter le risque d'anamorphose, de tangage, de déclinaison. Cela permet d'éviter le risque de déclinaison. Après, c'est vrai que c'est un peu fort de café d'avoir fait ça en fin de réfraction, de vous poser cette question-là. Généralement, on vous pose cette question après l'essai perceptuel, parce que c'est pas parce que tu as un astigmatisme interne que forcément ça tangue. D'accord? Si ça tangue pas, tu le mets, bien entendu, si tu le tolères. À la page 9 sur 16, équilibre bi-oculaire ou rouge-vert polarisé en vision de l'OM. Donc là, on vous fait faire ce rouge-vert polarisé qui n'était pas tombé depuis très longtemps. Parce qu'avant 2021, la dernière fois où tu le vois arriver, c'est en 2005, le rouge-vert polarisé. En 2017, on avait le rouge-vert prismatique. On vous dit perception du test sans dissociateur. Les droits portent le filtre polaire à 45 et les gauches le filtre polaire à 135. Donc finalement, si je fais mon test, si je fais mon big test, ici j'ai donc un carré rouge ici, un carré rouge ici, un carré vert ici, un carré vert ici. Donc ici c'est vert, ici c'est vert, et ici c'est rouge. Et ici c'est rouge. Vous avez des éléments noirs. Donc petit dessin très moche, petit dessin très moche.
on vous dit que l'œil droit porte le filtre polaire à 45, donc l'œil droit porte un polar à 45, et l'œil gauche porte un polar à 135. Ça, c'est les lunettes. Ok. La moitié supérieure du test est polar à 45. Donc la moitié du test est là, ici, est polar à 45. La moitié inférieure est polar à 135. La moitié inférieure est polar à 135. Projeté à 5 mètres. Parfait. On vous dit équilibre bioculaire. Brouillage de 0,50. Brouillage de 0,50. Mais l'équilibre bioculaire, rouge-vert polarisé, ça ne se fait pas brouiller, sinon il préfère fond rouge. Bon, ok. Si tu veux le faire brouiller, on va le faire brouiller. À mon avis, il préférera fond rouge. Hein. Et moins 2,75, donc tu l'as fait brouiller aussi à gauche. Fin d'équilibre, tu l'as débrouillé. Bah oui, tu m'étonnes. Forcément. Tu l'as débrouillé finalement de moins 0,75 à droite et moins 1 à gauche. Question 2,8. Indiquez quelle moitié du test est perçue par l'œil droit lorsqu'il porte le dissociateur. Ben, la moitié du test perçu par l'œil droit, ici les gars, l'œil droit il voit ça, l'œil gauche il voit ça, hein. Tu portes 45, 45, l'œil gauche 135. Donc il voit ça. Donc là il faut me faire quoi? Il faut me faire ça, un cadre, et ça. Vous comprenez? Parce que quand vous dites à l'écrit, il y en a plein qui font ça, qui écrivent là, le sujet voit la moitié supérieure. C'est pas vrai, il voit la moitié supérieure et le carré. Et le test. Et vous l'avez dans les écrans polarisés, hein. Dans les CS Polar de chez Essilor, la Nidec, vous l'avez aussi, d'autres fournisseurs avec des écrans polar à l'ombre, les rouge-vert polarisés, vous les passez, vous allez voir. Hein. Vous voyez très bien. Et donc vous bannissez, vous faites des petits schémas, des petits croquis comme ça. C'est pas des schémas, c'est des croquis. Et même si on vous dit aucun schéma n'est exigé, vous faites un petit croquis. C'est rapide, ça ne sera pas considéré comme un schéma. Donc, perception de l'œil droit. Quand même, question de premier, perception de l'œil droit. Bim. Et c'est les verrous fusionnels, hein, on a dit les petits ronds dedans. Ouais. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je les vois pas en bas aussi quand même? On les voit pas parce qu'ils sont polarisés. Ah, eux aussi ils sont polarisés. Ah, ils sont polarisés aussi. C'est une grande question qu'on s'était posée. Exactement. Ça veut dire que théoriquement, si tu dis que c'est des verrous fusionnels, théoriquement ils sont censés être perçus par les deux yeux. Sauf que là, la question 2.9, lors de l'utilisation de ce test, c'était deux éléments fusionnels quand le couple oculaire porte les dissociateurs. Mais pour moi, il n'y en a qu'un. Parce qu'un verrou fusionnel, c'est un truc qui est perçu par les deux yeux. Donc c'est que le carré qui est perçu par les deux yeux. Vous comprenez? On vous en demande deux. La réponse qui est attendue dans le barème, c'est les ronds et le cadre. Mais pour moi, le rond n'est pas un verrou fusionnel. Pour moi, il y aura des sujets. Mais bon, c'est à l'appréciation. Question 2.9, du coup, lors de ces tests, c'était deux éléments fusionnels que le couple oculaire porte les dissociateurs. Donc, mettez, premier verrou fusionnel, c'est le cadre. Et les deuxièmes, c'est les ronds. Même si pour moi, ce n'est pas un verrou fusionnel, parce que du coup, ils sont supprimés. Et pour moi, un verrou fusionnel, c'est un élément qui est condition binoculaire. Wars, votre rond en bas, c'est un verrou fusionnel. La stéréoscopie, le rond central, c'est un verrou fusionnel. Ouais. Ça veut dire que si on avait dessiné les ronds, ça pouvait pas être considéré comme faux. Là. En bas là, si on avait mis si. Alors, souvent, je me rappelle dans les chats, il y avait plusieurs réponses acceptées. Soit tu mettais les ronds, tu mettais que c'était les ronds, mais ceux qui mettaient pas les ronds et qui les mettaient après, tu as accepté aussi. C'est cohérent avec ce qu'on écrit derrière. Là, on l'a écrit, donc ça serait logique qu'on les mette, finalement. Question 2.10, indiquer un intérêt majeur de présenter un élément fusionnel sur un test d'équilibre oculaire. Faites attention, vous exprimez comme des trompettes. Donc, mettez question 2.10, mettez le verrou fusionnel permet de maintenir. Un verrou fusionnel permet de maintenir quoi, les gars? La fusion. Permet de maintenir la fusion. Et d'éviter de mettre en évidence une disparité de fixation en polarisé et d'éviter de mettre en évidence une disparité de fixation en polarisé ou une forêt dissociée en dissociation par prisme.
une disparité de fixation en polarisé. Ou une forêt dissociée en dissociation par prisme. Regardez, vous le voyez bien. Là, on est en train de faire un équilibre bioculaire. Vous voyez bien quand vous faites l'équilibre bioculaire de votre graphe, vous mettez 3 bases sud, 3 bases inf. Mais qu'est-ce qui se passe? On met en évidence aussi les forêts dissociées. Vous lui demandez, vous voyez deux lignes, une en haut, une en bas, il te dit non, une à droite, une à gauche. Oui, d'accord, parce que tu as les forêts dissociées. Mais tu en vois aussi une en haut, une en bas. Et donc tu équilibres les tâches de diffusion. Là, tu es sur la polarisation, donc c'est pas les forêts dissociées que tu vas mettre en évidence, mais les disparités de fixation, les petites déviations. Et la partie gênante, on a compensé par la réserve fusionnelle. Question 2.11. Lorsque vous débutez l'équilibre bioculaire, une fois l'ajout de plus 0,50 effectué, indiquez l'élément vu le plus net pour chaque œil. Justifiez la préférence de votre cliente à l'aide d'un schéma représentant l'un des deux yeux. Du coup, finalement, ici, vous êtes monoculaire. Ce n'est pas une différence de tâche de diffusion qu'il faut mettre en évidence comme en 2014, mais c'est une justification de pourquoi est-ce qu'il préfère fond rouge. Il préfère fond rouge parce que tu l'as brouillé, que le diamètre de Z, la tâche de diffusion sur fond rouge, elle est plus petite que sur fond vert. Donc c'est un schéma de test rouge-vert qu'il faut mettre en évidence. À la question du coup 2.11, donc schéma de test rouge-vert. Avec pupille d'entrée, pupille de sortie, PSTE. Avec les compensations, alors on vous demande pour chaque vue nette sur les deux yeux, parce que de toute façon les deux yeux ont été brouillés. Donc DL droit, c'est moins 3,50 avec l'ajout de la sphère de plus 0,50. Et DL gauche, moins 2,75. Lorsque vous avez présenté un objet à l'infini, de loin, ça s'est fait à 5 mètres, ce qu'on vous a dit, le mec est brouillé. Donc ici vous avez A' jaune. Ici, vous avez A' vert et ici A' rouge. On peut le mettre en myopique simple. On peut le mettre style myopique simple, style myopique mixte. Peu importe. On ne rentre pas dans ces débats bizarres. Le principal, c'est d'avancer. Diamètre de Z vert. Ici, diamètre de Z rouge. Tâche de diffusion rouge. Ici, on va mettre que l'accommodation, finalement, elle est quoi l'accommodation ici là? Il est brouillé, le mec. C'est pas un test rouge-vert permettant de mettre en évidence un excès accommodatif. Donc l'accommodation, elle n'est pas supérieure à 0. Elle n'est pas supérieure à l'accommodation nécessaire. Vous n'êtes pas en train de mettre en évidence un excès accommodatif. Le mec, vous venez de le brouiller, égal à 0. Brouillé, égal à 0. Diamètre de Z vert, diamètre de Z rouge. Autrement dit, le diamètre de Z de vert il est plus grand que le diamètre de Z rouge, le mec préférera fond rouge et on justifie par la différence des tâches de diffusion. Dis-moi, ça m'intéresse. C'est pas le polar. Alors oui, effectivement, bien comme il est polarisé. Alors, là ici, vous pouvez mettre le polar, ou ne pas le mettre. En fait, à quoi ça va servir de mettre votre polarisé ici dans ce schéma? Parce que finalement, c'est une perception qui est monoculaire finalement. Tu vois? Que tu le mettes ou que tu le mettes pas. Tu vois, ça va pas forcément t'amener à grand chose parce que l'œil droit et l'œil gauche voient ça. Donc finalement, on est en train de représenter un schéma monoculaire ici. Tu vois? Donc le polar, c'est plus quand tu vas être en dissociation. Stéréoscopie. Et là, ça va être important que l'œil droit voit ça, l'œil gauche voit ça. Tu vois? Après, si vous mettez, vous mettez, il n'y a pas de problème essentiel. Moi, personnellement, ça ne ferait pas d'intérêt. On vous dit ensuite, vous réalisez ensuite l'équilibre binoculaire avec la méthode du maximum convexe et vous obtenez les résultats suivants, moins 3,75 et moins 3,25. Donc voici finalement des compensations qui sont
Rappelez-vous de ce qu'elle portait. Elle portait quoi en 2018? Moins 4,25 et moins 3,75. Donc finalement, est-ce que ça peut pas être dû à ça aussi, le fait qu'avec ses lunettes de près, elle a envie de les retirer parce qu'elle accommode un peu trop, elle est trop concave. Et finalement, ça colle avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Afin d'étudier la vision binoculaire, vous réalisez la mesure des hétérophories dissociées avec la méthode de Von Graph, et donc des prismes, avec les compensations de moins 3,75 et moins 3,25. Vous trouvez avec 6 delta bas sub sur les droits, 4 delta bas internes, donc 4 exos, et 11 bas internes, donc 11 exos. Et dans le plan vertical, elle est ortho-ortho. C'est bon? Question de 2,12. C'est bon? Vas-y, dis-moi. Non, d'accord, c'est bon. Cool. Question de 12. Indiquez la nature des hétérophories horizontales en vision de loin et en vision de près. Mettez question de 12. En vision de loin, 4 delta base interne pour mesurer une exo de 4 dioptries. 4 delta base interne pour mesurer une exo de 4 dioptries. Pour mesurer une exophorie dissociée de 4 dioptries. Et en dessous, 11, en VP, 11 delta base interne pour mesurer une exophorie dissociée de 11 delta. 11 dioptries prismatiques. Alors, pourquoi à chaque fois j'ai fait référence à ça? Parce que vous m'avez posé, les étudiants ont mis souvent comme des fleurs 4 exos, 11 exos. Ah, merde. Mais qui me fait dire que c'est ce résultat-là qui vous a fait penser? On le sait, il faut justifier. On vous dit, votre réponse à l'aide d'un schéma légendé du couple oculaire et de l'œil cyclope uniquement en vision de loin. Un coup de stabilo là-haut. Avant d'avoir placé le prisme de réalignant, donc de la mise en évidence. En avant. Donc de la mise en évidence. Donc on va faire un schéma de mise en évidence de la forêt dissociée à Von Graph avec ses compensations. Question de 12. On va donc le prisme de 6 delta bas sup, on l'a mis sur l'œil droit. Donc votre œil gauche il est fixateur. C'est bon les gars? Ouais. L'œil gauche il est fixateur. Votre œil droit il part en exo pour les dissocier. Donc en divergence. La ligne de regard droite, la ligne de regard gauche. Ici Q' gauche. F' gauche, A' gauche, de l'objet A à l'infini, avec bien sûr les compensations optiques, à savoir moins, sur l'œil gauche, moins 3,25 dioptries. Ici on a Q' droit, F' droit. La compensation, on est en vision de loin. On est en vision de loin ici, on est en vision de près? De loin, parfait. Si, regarde, il y a écrit quoi? Oui, j'ai vu centrage. Centrage VP. Donc si on avait fait en vision de près, on aurait fait tourner les verres. Voilà, là on est en vision de loin, la question ne se pose pas. La compensation c'est moins 3,75 dioptries. Et on a rajouté un prisme de 6 delta, base supérieure sur l'œil droit. Autrement dit, j'ai bien un rayon qui arrive de l'infini, qui passe par Q' pour me donner ici A' droit. Je flèche. Lui, c'est l'œil fixateur. Et donc ici, nous avons un couple oculaire en vue de dessus, en position passive. Et on a une dissociation par prisme, donc c'est une dissociation qui est motrice. Ensuite, on fait cyclope. On fait les cyclopes de Muring. Où on va superposer Q' droit et Q' gauche. F' droit, F' gauche, A' gauche. On va faire ressortir les rayons avec la ligne de regard droite et la ligne de regard gauche. On va se retrouver avec A' droit, l'image ici, et les rayons qui ressortent. Ici, c'est donc l'extériorisation droite de A.
Et ici, l'extériorisation gauche de A. Entre les deux, on a bien une distance, entre les deux extériorisations, on a bien une distance de combien? Il est exo de 4 à 5 mètres, donc 20 cm. Car 4 delta à 5 mètres. Ici, c'est donc l'œil cyclope de Hering. Et la diplopie, elle est homonyme ou croisée, les gars? Croisée. Diplopie croisée. Alors, il y a un truc qui a été compté en bonus que je faisais faire avant et que je pense que vous êtes tout à fait capable de faire. Regardez, quand vous faites votre graphe, regardez. C'est bon, je peux effacer là? Je t'en prie. C'est bon pour moi. C'est bon? Viens, je passe pas là. Viens, je mets là. Je suis ici. Là. Là, je suis ici. La perception du sujet. La perception du sujet. Si je trace la perception du sujet, ça veut dire l'extériorisation du mec là, en vue de face. Il va donc voir deux lignes. D'accord? C'est des exo-exo, donc deux lignes verticales ou deux lignes horizontales? Verticales. 6 delta base sub sur l'œil droit, donc l'œil droit il voit en haut ou en bas? En bas. En bas. Autrement dit, il voit une en haut, une en bas. L'œil droit voit ici, l'œil gauche voit ici. Le mec il est exo. Donc ça veut dire que l'œil droit il va voir à droite ou à gauche? À gauche. Regarde, si tu fais ça, tes 20 cm ils sont entre où et où? Voilà, le bord gauche et le bord gauche, le bord droit et le bord droit, 20 cm. Voilà, tu crades 0,25 je crois. On peut faire ça? Ça vous dérange pas maintenant? On a votre graphe, on fait tout comme ça si on nous demande votre graphe? Ah, bah ouais, à Madox, tu vas avoir une barre et un point. Si vous, à Madox, nous on le fait souvent le barre point. Tu vois, donc on le fait finalement insidieusement dans les cyclopes. Alors que là, finalement, ça représente, si tu mets pam pam, deux lignes, 20 cm, tu ne représentes que l'écart horizontal et pas finalement la verticalité. En 2021, un bonus sur ça. Rien ne nous dit qu'en 2023, on aura un bonus sur ça, en 2024, 2025, pareil. Hein. Rien ne nous dit que dans les prochaines années, on aura toujours ce type de bonus. Mais je pense que ceux qui captent peuvent le rajouter, quoi. Après, c'est vrai que ça fait toujours des rajouter. C'est bon pour tout le monde? On continue, question 2.13. Rappelez les valeurs moyennes des hétérophories dissociées et du géophorique. Alors là, mec, c'est cadeau. Je sais pas moi, la banque elle est ouverte, il y a des billets qui volent, tu prends un aspirateur et t'aspires. On y va, question 2.13. Mettez donc valeur statistique, 2 points. Valeur statistique, 2 points. En VL, 0 à 1. 0 à 1. Exophore, c'est personne, exophore, en vision de près, 4 à 6, exophore, 4 à 6 exophore, en dessous, vertical, 2 points, orthophore, VL et VP, orthophore, VL et VP. Parce que si tu ne mets pas VL et VP, ça sous-entend que tu estimes qu'une hyperphorie en VP mais pas en VL, c'est la norme. Non, VL et VP. Et enfin, en dessous, géophorique de 4 à 6 en prise d'exo. Géophorique de 4 à 6 en prise d'exo.
euphorique de 4 à 6 en prise d'exo. Entre parenthèses, mettez direct. Moi, quand j'ai vu ça sur certaines copies, j'ai trouvé ça très bien. Entre parenthèses direct, je me suis dit, ouais, pas mal. Question 2.14. Comparer les résultats trouvés avec les valeurs moyennes. Alors là, vous écrivez pas mal de pavés. Je pense que finalement, en VL, il est exo de 4, en VP, il est exo de 11. Il n'est pas dans les normes. Il n'y a que dans le plan vertical où il est dans les normes, le mec. Ben, on va mettre ça simple. Mettez question 2.14. Dans le plan vertical, le sujet est dans les normes en VL et en VP. Ouais, parce qu'il est ortho-ortho. Et en dessous, dans le plan horizontal, le sujet n'est pas dans les normes en VL et en VP. Point. Plutôt que d'écrire avec caisse là. Avec souvent des fautes d'orthographe en plus. À la question 2.15, très mal traitée par l'ensemble des candidats, et vous avez bien fait le truc. La mesure des fories verticales se fait habituellement avec un prisme dissociateur de base interne, de 10 delta base interne, ce que vous avez dans les têtes de réfracteur. Hein. Expliquez pourquoi, dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser un prisme en base externe. Parce qu'il est exo, et donc du coup ça le compense. Mettez question 2.15, le prisme en base interne compensera son exophorie dissociée. Prisme en base interne compensera son exophorie dissociée. Compensera son exophorie dissociée. Point. Un prisme en base externe permettra de briser plus rapidement la fusion. Permettra de briser plus rapidement la fusion. Afin d'approfondir le test, afin d'approfondir votre étude, vous réalisez le test suivant. Test de mallette, -75, -325. Il n'y a pas de décalage hein, en vision de loin, il y a orthodisparité de fixation. Pas de décalage. En vision de près, avec les verres centrés VL, donc avec ces unifocaux, du test sans dissociateur. La perception du test, donc voici OXO avec des droites verticales. Et avec les filtres polaires, mise en évidence d'une exodisparité de fixation. C'est écrit qu'il y a une mise en évidence d'une exodisparité de fixation. On ne va pas redire un truc qui est déjà écrit. Vision stéréoscopique, à la page 11 sur 16, -375, -325. La stéréoscopie en vision de loin, on vous dit que chaque barrette est vue en avant, donc en soulèvement. La plus proche du test est celle du haut, celle qui présente la plus petite disparité linéaire entre les deux barrettes. Puis de droite, du bas et de gauche. Hein. Plus la disparité linéaire augmente, plus c'est vu en relief en avant. En vision de près, on random test et row test, centrage VL. Le numéro 4, c'est 100 secondes, 5, c'est 70 et 6, c'est 60. Avec les filtres polarisés, perception d'un cercle en relief jusqu'au numéro 5 compris. Donc ça veut dire qu'il voit 5, mais il ne voit pas 6. C'est bon ? Question 2.16, au test de mallette. Question A, représenter une perception possible du test en vision de près quand la cliente porte les filtres polarisés. Perception monoculaire supérieure étant perçue par l'œil droit. Alors attends. Question 2.16. Question 2.16. Le mec il verrait quoi? Un Wixo, une barre, une barre. Ça c'est perçu par l'œil droit, ça c'est perçu par l'œil gauche. Et le mec présenterait une exodisparité de fixation. Donc soit vous le faites exo, ça veut dire ici. Soit vous le faites exo unilatéral de l'œil droit, soit vous faites exo bilatéral. Les deux sont comptés juste, il n'y a aucun problème. Aucun schéma justificatif n'est attendu, ce n'est pas un schéma, c'est un coquille. Allez, on avance. À la question B, d'après ce test, conclure sur la vision binoculaire en VL et en VP de votre cliente munie de ces compensations. Alors, mettez question 2.16b. En VL, la cliente compense son exophorie dissociée sans gêne. Compense son exophorie dissociée sans gêne. En VP, on va mettre en dessous, en VP,
Alors en VP, on ne va pas écrire exo disparité fixation, les gars, c'est déjà écrit, on l'a déjà dit, on ne va pas écrire ça. En VP, la cliente a du mal à compenser son exo grâce à ses réserves fusionnelles positives. A du mal à compenser son exophoré dissocié grâce à ses réserves fusionnelles positives. Grâce à ses réserves fusionnelles positives. Malgré l'effet prismatique en base interne qui la soulage. Malgré l'effet prismatique en base interne qui la soulage. Et ouais, ça a quand même une autre gueule que de dire il y a exo disparité fixation, un truc qu'on t'a déjà dit. Tu es en train d'analyser. Donc normalement, on n'est pas censé avoir une exo disparité fixation, surtout qu'elle est myope. Avec son effet prismatique en base interne, c'est censé la soulager. Normalement, il n'y a pas d'exo disparité fixation. Question 2.17. Vision stéréoscopique, petit a. Rappelez la moyenne de l'acuité stéréoscopique, donc petit a, en VL 100 secondes. En VL 100 secondes. En VL 100 secondes. En VP. En VL 100 secondes. En VP 20 secondes, plus ou moins 10 secondes. Et mauvais au-delà de 60 secondes. Et mauvais au-delà de 60 secondes. Et mauvais au-delà de 60 secondes. Question 2.17 petit b. Conclure sur la vision stéréoscopique de votre cliente en vision de loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à la question 2.17 B. Conclure sur la vision stéréoscopique en vision de loin. Elle voit toutes les barrettes en relief. Est-ce que ça veut dire qu'elle a un bon seuil de stéréoscopie? Non, on sait que ces barrettes-là ne testent pas un bon seuil de stéréoscopie. Donc vous ne pouvez pas dire que le seuil de stéréoscopie de la personne il est bon. Vous pouvez dire qu'il y a présence du troisième degré de la vision binoculaire. Et c'est pas étonnant parce qu'elle n'a pas d'exodisparité de fixation. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas dire qu'elle a une bonne stéréoscopie. Donc il était question 2.17b. La cliente perçoit tous les éléments en relief. Mais ce test n'est pas quantitatif. Point mettez, le résultat n'est pas étonnant étant donné l'ortho DDF. Dis-moi. Il n'est pas quantitatif. Tu ne peux pas dire que c'est une bonne quantité de stéréoscopie. Puisqu'on sait. Ni quantitatif ni qualitatif. Oui. On a dit le résultat donné. Le résultat donné permet de dire qu'il y a présence du... n'est pas étonnant étant donné l'ortho DDF. N'est pas étonnant étant donné l'ortho DDF. Oui, il n'est pas quantitatif et à la fois qualitatif. Je suis d'accord avec toi. Complètement. Carrément. Question C, donner un encadrement du seuil de vision stéréoscopique de votre cliente en vision de près et concluant. Donc à la question C, epsilon S, elle voit 70, donc c'est inférieur ou égal à 70 secondes, mais elle ne voit pas 60. Donc strictement supérieur à 60. Concluant. Elle présente donc un mauvais seuil de stéréoscopie, parce que vous avez dit dans les normes que c'était mauvais au-delà de 60. Et là, vous venez de dire que c'est supérieur à 60. Elle présente donc un mauvais seuil de stéréoscopie, ce qui n'est pas étonnant étant donné l'exo-DDF. Ce qui n'est pas étonnant étant donné l'exo-DDF. Ce qui n'est pas étonnant étant donné l'exo-DDF. À la page 12, vous décidez de réaliser des mesures complémentaires. Donc 75 moins 3,25. On vous donne ces normes, ces réserves fusionnelles de la personne. Donc point de Brie. Alors il faut lire point de Brie et flou confondu, carré et rond confondu à 10. Et là on sait qu'en base interne en VL, s'il n'y a pas de point de flou, ça veut dire Brie et flou confondu.
recouvrement à 5, Fourier de exo de 4, flou à 10 et bris à 20. Et en vision de près en divergence, donc bris à 20, flou à 13 et Fourier de 11 en exo. Et en convergence, 10 au point de flou et bris à 25. Question 2.12. Indiquez si le critère de Chern est respecté en VL et en VP. Justifiez en quelques mots votre réponse. L'énoncé du critère n'est pas demandé. Donc en avant, mettez en vision de loin. En vision de loin, le critère est respecté car pour compenser une exo de 4, la cliente a besoin d'au moins 8 dioptries prismatiques de convergence. Avec 10 dioptries prismatiques, le critère est respecté. Avec 10 dioptries prismatiques, le critère est respecté. Il faut regarder le point de flou de l'autre côté. Okay. En vision de près, pour compenser 11 exos, il lui faudrait 22. Pour compenser 11 exos en vision de près, pour compenser 11 exos, il lui faudrait 22 de réserve opposée utile, de réserve en convergence. Or, elle n'a que 10 au point de flou. Donc le critère n'est pas respecté. Question suivante. Pour terminer votre examen, vous réalisez les appréciations perceptuelles, vous tombez d'accord sur moins 375, moins 325. Donc finalement, vous tombez sur ces fameuses compensations que vous avez depuis le début, que vous avez retouchées, qui ne bougent finalement que très peu. Question 2.19. Indiquez si le port de compensation trouvé suite à l'appréciation perceptuelle répond aux plaintes de votre cliente, sinon proposez une solution complémentaire. C'est là où beaucoup d'étudiants se sont lancés directement dans la « oui, il faut qu'elle développe ses réserves finales positives ». Oui, en partie, mais uniquement en vision de près et uniquement en convergence, parce que toutes les autres réserves finales. Donc simplement dire faire de l'orthopsie, c'est pas suffisant. Ouais. Nous, on sait que la prise en charge dans le protocole d'un exo, c'est maximum convexe toléré en VL. Donc déjà, il faut changer les compensations parce qu'elles ne sont pas maximum convexes. Donc déjà, première chose, c'est que changement de compensation. Mettez question 2.19. Il faut dans un premier temps changer les compensations pour un port maximum convexe. Deuxième petit tiré, nous dans les recommandations d'un exo, on a développé les réserves finales positives. D'accord ? Mais ici, c'est nécessaire qu'en vision de près. D'accord ? Donc on va mettre deuxième petit tiré, réaliser des séances d'autopsie avec cette compensation. Développer ces réserves finales positives avec ces compensations en vision de près en convergence. En vision de près en convergence. Parce qu'il faut qu'elle aille voir, il faut qu'elle aille développer ses réserves finales positives chez l'orthoptiste, mais avec la combinaison maximum convexe, en ayant soulagé son accumulation. Sinon, on va avoir du mal à développer la convergence accumulative. Et développer la convergence fusionnelle en utilisant notamment la convergence accumulative. Et en dernier recours, mettez troisième petit tiré, en dernier recours, on pensera à une compensation prismatique, en base interne. En dernier recours, on pensera à une compensation prismatique en base interne. Monsieur, oui. Moi, je suis juste embêtée avec, quand on en arrive au point où on n'a pas d'autre choix que de mettre une compensation prismatique, on a tout essayé, il n'y a plus que ça. En fonction de ce qu'est la personne et de ce qu'elle a comme problème de BDF, si c'est de loin, si c'est de près, s'il est exo, s'il est myope, hyper, si on mélange tout ça, s'il a une BDF uniquement de loin ou uniquement de près, le fait de mettre un prisme à un moment donné va peut-être réparer un truc de loin mais pose un problème de près et vice versa. Donc, finalement, le prisme, ça va forcément créer un problème à un moment. Non, ça va en réparer. Ça déshabille pas Paul pour habiller Jacques. Ouais, on déshabille pas Paul pour habiller Jacques, c'est pareil.
Ça veut dire que oui, je sais, je m'étais posé la question. En fait, quand on se dit, si on lui met un prisme en mise de près, ça va la pénaliser en mise de loin. Non, parce que la nature est bien faite. T'es quand même très peu souvent. Ça arriverait si elle était exo de 11 en mise de près et exo de 11 en mise de loin. Là, ton prisme en base interne en mise de loin risque de la pénaliser. Mais souvent, quand tu es exo de VL, tu es exo de VP. D'accord. Et c'est pour ça que les valeurs des prismes, c'est toujours les plus petites valeurs permettant de compenser, permettant de permettre de t'auto-compenser. C'est jamais des grosses valeurs. Sinon, on fait un prisme Slavov. Si vraiment c'est le cas, ça te pénalise de loin et de près. Dans ce cas-là, tu fais un prisme Slavov, c'est un prisme que en mise de près. Ah, ça et là, oui, notamment sur les verres double foyer, vous avez des fabricants qui le proposent. Vous avez des cas de prise de mesure adaptation, ou des cas où vous avez des fiches où le mec il voit double que de près. Et donc en fait, on lui met le prisme que en mise de près. D'accord, parce que nous, jusqu'à présent, quand on parlait de compensation prismatique, c'était un prisme prévu. Et on peut le mettre de loin et de près. Souvent, on le met de loin et de près. On fait un verre précalibré, prismé unifocal, et on le met de loin et de près, et on voit si de loin, tu présentes au voir, si tu vois si ça déstabilise ou pas. Et si ça déstabilise, à la lunette d'essai, si ça déstabilise de loin, alors que tu as essayé de rhabiller de près, si ça déstabilise de loin, ben là, tu le mets qu'en mise de près. D'accord. Parfait.